bonjour à tous, c'est Blagops pour Poker Academy. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur comment travailler son jeu en spin. Alors une petite introduction, entre jouer et apprendre à bien jouer, notre cœur balance souvent du côté des tables, on préfère jouer toujours plutôt qu'apprendre à bien le faire. Nous allons ensemble commencer par apprendre où détecter nos leaks, les identifier, essayer d'établir une liste d'exercices à faire hors table pour booster notre V, ainsi que la mise en place de différentes astuces pour ne pas la faire baisser, parce que la plupart des choses que je vais vous montrer, vous en avez plus ou moins entendu parler quelque part, mais quand vous les appliquez, vous faites les erreurs qui font que ça va plus vous handicaper que vous aider. Hop. Alors, identifier qui l'on affronte, c'est la première phase. Quels sont nos adversaires? Les récréatifs, plusieurs types avec chacun une stratégie différente à adopter. Le plus courant, l'erreur la plus courante, c'est de dire qu'est-ce que je fais contre un fiche. Bah, contre un fiche, si le fiche il est aggro, tu vas pas faire la même chose que contre un fiche passif. Mais déjà, le fait que tu l'aies résumé en tant que fiche, est-ce que ça serait pas toi le fiche? Le field et ses tendances, dois-je sortir d'un jeu équilibré contre un inconnu? Les règles, plusieurs types pareil, avec chacun sa stratégie différente à adopter. Mais le plus grand adversaire, c'est soi-même, parce que vous le savez, en 25 BB Deep, avec la plupart des situations, on va être à 2 joueurs. Le format est considéré comme quasi résolu, et donc on aura très peu de coups dont on ne pourra pas vérifier l'exactitude. Si nous faisons nous-mêmes des erreurs, il est normal que nos adversaires changent de stratégie pour nous exploiter. Souvent, les gens vont me dire, oui, ben, de mon côté, je vois que l'adversaire, il ne fait que me relancer, je sais que c'est un adversaire agressif, mais en fait, vous ne défendez pas assez, et en fait, c'est totalement logique que votre adversaire vous agresse, parce que c'est une bonne adaptation qu'il a fait contre vous, étant donné que c'est vous qui faites une erreur. Donc attention à ne pas considérer que l'erreur est ailleurs que chez vous, si ce n'est pas forcément le cas. Bosser son propre jeu avant de bosser contre les autres, car une erreur répétée va coûter trop cher, surtout comparé à quelques adaptations mineures contre un régulier. C'était un exemple. Ok. Problème technique. Déjà, ça, c'est une bonne chose à faire pour bien préparer ces tables. Vous connaissez, mais je vais vous apporter du coup les petites aides, parce que vous me le demandez tout le temps. Apparemment, c'est pas encore fait pour vous. Pour les coupures de courant, un onduleur qui va vous permettre de garder un peu d'électricité pendant une demi-heure, une heure selon les modèles que vous achetez. En cas de coupure internet, une connexion 4G, vous avez déjà préenregistré vos identifiants, etc. sur votre ordinateur qui va prendre le relais. En cas de burn informatique, votre application téléphone que vous avez mis à jour avant la session, ça nous est tous arrivé pour tous ceux qui ont déjà ce backup là, d'avoir un bug au niveau de votre soft de poker, bam, vous lancez l'application et là ça vous lance une mise à jour parce que ça faisait un mois que vous n'avez pas lancé l'application. Et en attendant, en spin, ça va très vite de perdre ses blindes et le moment où vous êtes connecté, c'est mort. Faites attention, ça vous limite sur certains à 4 tables, en fonction de l'application, vous êtes limité sur un certain nombre de tables. Ensuite, pour le bug du soft, avoir toujours un petit logiciel de capture vidéo pour prouver votre bonne foi. Tout simplement, vous pouvez montrer en général, parce que le mieux, si vous montrez votre écran, ça va mettre comme quoi vous êtes plus connecté à la table ou quoi, et vous ouvrez une page internet et vous montrez que vous pouvez aller sur internet, et ça va vous permettre d'appuyer fortement ou d'accélérer en tout cas votre réclamation auprès du service de la room. Ensuite, pour éviter les timing tails, alors ça c'est un truc assez génial que je fais depuis un mois à peu près, randomiser sa taille bank. Alors, je vous ai pris en exemple Party Caption. Alors je sais pas s'il y a d'autres logiciels, je pense qu'il y a des équivalents sur les autres rooms. Ça a marché sur Party PMU du coup, mais je crois qu'il y a des équivalents sur d'autres rooms. Comment on fait du coup? Vous allez en fait, par exemple quand vous allez cliquer, ce qui va se passer c'est qu'au lieu que vous ayez directement, ça passe directement au joueur, l'action, ça va attendre un petit peu, un délai que vous allez déterminer. Donc moi j'avais mis entre 8 et 2 secondes. Et vous pouvez aussi laisser un minimum pour jamais que ça aille en dessous d'un certain temps. Et donc aléatoirement ça va prendre un certain temps, et donc si vos adversaires ont remarqué que quand vous collez vite c'est que vous n'avez pas trop de raisonnement à avoir, c'est-à-dire que vous avez un call facile, mais parfois un call facile c'est une main intermédiaire, vous voyez. Si vous avez une main plutôt faible, vous allez hésiter à la folder. Si vous avez une main peut-être plutôt forte, vous allez hésiter à la value, et donc du coup à partir de quand vous prenez ce temps de réflexion, ça va indiquer que votre main est plutôt polarisée et que vous n'êtes pas en plein milieu sur un call facile, et ça c'est un petit peu embêtant. Ça peut
peut aussi vous servir si vous multitablez au lieu que l'action vous revienne directement, bah, ça vous laissez 5 à 10 secondes supplémentaires. Et moi je peux vous le dire que je l'ai fait contre pas mal de règles et ça les perturbe. Vous pouvez, si vous tombez contre un fiche, toujours soit le désactiver et re-sauvegarder les options, soit décider de faire un double clic directement. En double cliquant sur votre bouton, ça va forcer le move que vous venez de faire. Donc voilà une petite option assez sympathique que vous pouvez utiliser sur le format ou même d'autres si jamais ça vous intéresse. S'obliger sinon à attendre. Alors ça, je voulais toujours vous donner dans cette vidéo le logiciel et on va dire la solution du bled manuel. Donc s'obliger à attendre un certain délai sauf action entraînant showdown. Alors je précise sauf action entraînant showdown. Si vous avez le nut, attendez pas un certain délai, d'accord. Si vous avez le nut, c'est que le vilain a fait tapis. On call directement, sinon ça s'appelle slow roll, c'est pas très cool. Ou quand vous êtes sur la river et que vous savez que vous allez just call, qu'il n'y a pas de possibilité de raise, vous callez simplement. Parce que quoi qu'il se passe, votre action votre temps ne va pas changer l'opinion de vilain, étant donné qu'il y aura plus d'action derrière. Ok. Sizing tel, donc ça c'est pour éviter de faire différentes mises et que ce soit perçu comme vilain, comme forcément une faiblesse ou une force. Il ne faut pas qu'il capte un petit peu à quoi c'est dû. Vous allez pouvoir fixer vos sizing. Pour ça, vous rentrez les agrégations privilégiées des solvers en bouton cliquable de sizing. Tout simple. Si vous voyez que le solver ne prend jamais, je sais pas, je vais vous dire une bêtise, 85% pot, et ben vous ne rentrez pas ce sizing là. Si vous voyez qu'il prend plutôt tout le temps 25%, et puis je sais pas 66% à la turn, c'est un des exemples plus concrets ça, que vous allez pouvoir utiliser, ben à ce moment là, oui, vous allez pouvoir les rentrer en tant que bouton cliquable et vous dire je n'utilise que cela. Vous n'allez pas commencer à ajuster parce qu'on connaît tous le petit truc d'appuyer sur moitié de pot, de faire un clic vers la droite et puis pour augmenter sa FE, et puis de faire un clic vers la gauche pour essayer de se faire plus call, et ça c'est un sizing tel potentiel. Et j'ai été capable moi de les repérer, je vous ai montré ça en stream depuis, ça fait longtemps que je vous montre ça. Donc si j'ai été capable, sachant que je suis pas le plus intelligent du monde, je pense que beaucoup d'autres vont réussir aussi à le faire. S'interdire provisoirement certains moves marginaux non maîtrisés. Donc ça c'est quand vous êtes sur une transition, vous allez commencer à jouer certains spots, notamment GTO ou parfois même quelques trucs exploitants, mais vous êtes rendu compte que ça vous faisait perdre pas mal de V. Évitez du coup tout ce qui est overbet, notamment vous savez vilain block bet, il block bet une troisième fois, vous faites un overbet tapis, ça fait très arrachage et les vilains vont souvent se lever là, parce qu'ils ont block bet, vous faites un overbet et ils vont vous dire au call une quatrième paire. Faites attention à ça. Au blocking bet vous-même, d'accord, attention à pas en abuser parce que si quand vilain vous inversez la place, vilain vous raise, est-ce qu'il vous a pas slopé depuis le départ et puis à la fin il vous raise parce que vous avez fait un blocking bet, mais est-ce qu'il a une main ou pas, ça va créer des gros pots très high variance. Le 3 bet sizé, vous pouvez éviter de le faire, ça va pas vous faire perdre des tonnes de V, croyez-moi, de pas le faire. Vraiment privilégiez-le pour les hautes limites une fois que vous avez déjà fait tout le tour de move beaucoup plus simple. Et tout comme le 1 tiers stack effectif, j'ai commencé à le bosser et je me suis rendu compte. Alors pour ceux qui connaissent pas le concept, je vous fais très très rapidement parce que c'est pas le but de la vidéo. Ça consiste en gros à mettre 1 tiers de votre stack au milieu. C'est souvent une relance ou un ISO. C'est une sorte de 3 bet ou un ISO sur lequel en gros vous investissez 1 tiers de votre stack. Vous avez 300 jetons, vous en mettez 100. Vilain du coup quand il call, il va mettre 100 aussi, ça fera un pot de 200, il vous reste 200, vous avez un pot size bet et à envoyer. Vous allez quasiment envoyer tapis sur tous les flops. Pour avoir bossé les spots, en fait, c'est pas sur tous les flops. Il y a certains flops contenant 9, 10 ou valet sur lesquels il faudra pas, mais ça, j'y reviendrai dans une vidéo un peu plus pratique. Là, on est vraiment sur une théorique. On vous a sorti pas mal de vidéos avec beaucoup de mains, et là, on va essayer de s'axer sur du théorique. Allez. Alors, préparer ces tables, avoir des ranges pré-flop, adapter à votre fil, ça c'est le plus important, c'est pour ça que je l'ai mis, d'accord. Des choses, parfois vous trouvez des choses en ligne qui sont pas adaptées, même moi il y a des choses que je propose qui sont pas forcément adaptées à votre fil. J'essaie toujours de faire par rapport à vos buy-in, mais c'est pas simple quand on joue pas les 1 et les 2 euros pendant un certain temps, et puis vu que c'est censé être très provisoire le temps que vous passez là-dessus, voilà.
donc on va dire des ranges adaptés à votre field, avec finalement pas forcément de, euh, des tonnes de précision dans les profondeurs de stack. Je vous avais mis en exemple ça, c'est vraiment ce que c'est que j'utilisais pendant le plus longtemps, où du coup j'avais essayé de mettre là où j'essayais de réunir le maximum de stratégies. À haute limite, on ne pourra pas réunir le 12 à 14 au bouton, encore moins 15 à 20. On va avoir des stratégies très très différentes à 15, entre 15-16 et puis à 20 BB, on va quasiment pas open shove, voire pas open shove du tout. Et ça va être un petit peu, voilà, ça va vous faire perdre un peu de V si vous utilisez ça sur les petites limites, mais ça sera tellement infime, et ça se trouve même par rapport à comment vos adversaires réagissent, ce sera même positif. Par contre, sur les hautes limites, vous allez vous faire fortement punir. Pareil, voilà, les 12-16 sur le limb, ça va être un petit peu dommage. De 11 à 13, à 11, on ne push pas la même chose qu'à 13 deep, hein. Il va y avoir des rois X qu'on va push, par exemple des rois X off qu'on va push à 11 blindes, qu'on fera pas à 13. Ce sera un spew limite si on le fait à 13. Donc voilà. Hop, ensuite, des ranges GT. Merde, pardon. Hop, des ranges GTO. Donc ça, c'est plutôt quand vous voulez commencer à bosser contre des réguliers. À partir des 10, ça peut être intéressant d'y jeter un œil. En 25, ça va vraiment vous booster et commencer à rencontrer des bons règles en 20-25 euros. Après 50 et 100, je pense que vous savez que c'est évident. Je vous l'apprends pas si vous y êtes déjà. Ensuite, des ranges exploitantes contre certains profils, déviant fortement de l'équilibre. Euh, Ça va être en fait tout simplement contre aggro. Vous savez que contre aggro, vous allez devoir défendre plus, ou vous allez volontairement faire un choix de push plus puisqu'il va moins pouvoir assumer un shove, etc. etc. Donc avoir des petites cases. Moi, sous forme d'Excel, je les entoure en gras et je fais, voilà, j'écris ça, faut pas call shove. Sous cette enfin faut pas call shove contre un mec tight, cette combo là, alors que contre un régulier vous allez pouvoir, voilà, ça va être un petit peu comme ça. Ça peut aussi vous permettre de le faire contre des personnes qui vont vraiment par exemple push 100% ou push que des paires au bouton. Vous avez des points de repère, je sais pas si j'en ai ici, hop. Par exemple, vous voyez dans les ranges, donc là par exemple c'est des ranges GTO que je propose et que vous allez avoir les pockets et les 100%. Donc c'est des trucs que vous pouvez calculer à partir de logiciels, hein, comme des Semizer, tout ça. Vous pourrez les calculer vous-même si ça vous intéresse. C'est super intéressant les résultats. Vous verrez il y a des mains comme Valet 18 qui sont bien plus intéressantes à call que As-Roi off. Et pourtant, instinctivement, on va souvent call As-Roi off. Alors je vous dis pas de faux fold As-Roi off, mais si vous avez identifié que vilain push que des paires, ce ne sera pas forcément une bonne idée. Ensuite, attention aux ranges exploitantes faites à partir de solver. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué et qui, du coup, typiquement, punissait les joueurs que je coachais qui utilisaient des ranges versus fiches, mais qui se rendaient pas compte que les mecs qu'ils affrontaient étaient des fiches aggro. Et alors que les fiches, normalement, les plus gros fiches sont plutôt les fiches passives qui vont trop abandonner, puisqu'on va avoir des coups très simples contre eux, dès qu'ils ils vont le montrer. Alors que les aggros, ils vont beaucoup relancer, puis on sait jamais si. Finalement, souvent, on se rend compte que leur troisième barrel, c'est que de la value, parce qu'on a fait face qu'à des min-raise pré-flop ou qu'à des c-bets assez chers au flop, et le jour où on les affronte sur du 3 barrels, on se rend compte qu'ils ont, mais oui, mais on est associé parfois un peu trop vite à leur agression à chaque street. Et donc, qu'est-ce qui va se passer en gros, c'est que quand on a fait ces simulations-là, on prend souvent des tendances du field, extraites à partir de centaines ou millions de mains, et on va se rendre compte que euh, la tendance générale est que les adversaires ne défendent pas assez, ce qui fait que quand on rentre les ranges de défense des vilains, les solvers vont quasiment vous proposer par exemple pré-flop d'open 100% des mains, et si on open 100% des mains, vos adversaires en fait vont s'en rendre compte et vont adapter direct leur stratégie même si c'est des fiches. Vous voyez, il y en a très très peu des récréatifs qui vont se dire tiens là je me fais min-raise tout le temps mais je vais pas changer de stratégie de mon côté. Et ça c'est problématique parce que ça peut marcher du coup sur une main, sur la première, sur le début du heads up ou le début d'un sit and go, mais en fait vous allez très très vite changer la stratégie de vilain et finalement vos ranges ne seront directement plus bonnes, et si vous continuez à les appliquer plutôt que les GTO, ça va vous pénaliser. Voilà, mon exemple perso, j'ai utilisé des ranges d'une structure pendant longtemps
enfin, je regardais les ranges versus fiche, et moi j'ai utilisé les ranges GTO dès que j'ai attaqué les 10 et les 25 euros, et en fait, ils se sont retrouvés, en fait, ceux qui jouaient versus fiche, à avoir des EV autour de 50-60, alors que j'avais 120 EV, et c'était majoritairement parce que je me mettais dans des situations favorables avec les ranges GTO, ce qui me permettait en plus, quand je rentrais sous solver, d'avoir la réponse, et pas d'imaginer la réponse, ou de devoir relancer le nouveau coup à solver à partir des ranges contre fiche. Ok, mixez vos stratégies et combos. Donc ça va vous permettre, par exemple, quand vous avez des ranges mixés, c'est-à-dire qu'il n'y a que 50% du temps, vous allez open une combo, et 50% du temps où vous allez peut-être la limper. Ça peut ressembler à ça, alors quand vous faites sous, euh, sous Excel, moi c'est des ranges sur Excel. Par exemple, si j'ai envie qu'il n'y ait que 50% du temps à se valer suité que j'open au bouton à 10 blindes, et ben je vais l'open que 50%. Et si j'ai envie même que ce soit 75%, et ben je pourrais, si je veux, par exemple, l'open 75% comme ça. Donc ça, ce sera mes range repères. Hop, ce sera surtout utile de vous à moi en très haute limite, hein, voire même au-dessus des 100 euros. Donc un randomizer. Donc si il y a un logiciel qui par exemple qui s'appelle Randomizer, si je dis pas de bêtises, Bibibiatch vous a fait une vidéo dessus, il vous suffit d'aller la voir. Pour ma part, je l'ai directement intégré à partie caption, je crois, ici, avec entre, je sais plus comment on dit, entre crochets, euh, RNG. Et donc du coup, en fait, je vais choisir le nombre de 1 à 100 par exemple, hein. Vous pouvez les faire de manière un peu plus, par exemple, par exemple, je sais pas, de 1 à 4. Et par exemple, ça vous fera que 4 solutions. Si vous savez qu'il y a que un quart où vous êtes vous voulez C-bet, un quart vous voulez, ça, ce sera un peu plus tard pour C-bet ou pas, enfin c'est pareil. Mais un quart du temps vous voulez open, et puis 3 quarts du temps vous voulez limper votre main, vous voulez la shove, j'en sais rien. Et ben vous pouvez mettre de 1 à 4, hein, de 1 à 100, c'est vraiment quand vous avez une perception peut-être à 10% près, ou que même vous avez des tableaux où vous avez le pourcentage exact. Pour ça, il faut avoir des tableaux qu'on appelle dynamiques, et ça, je vous préviens, c'est interdit sur PokerStars. Associer une couleur à une action, donc ça c'est la petite astuce du bled. Typiquement, bah, vous voyez, j'ai 4 actions, enfin je veux faire un truc que 3 quarts du temps, et ben je vais me dire aujourd'hui, quand je tombe sur le cœur, et ben je vais être sur le un quart restant. Vous voyez, donc c'est un petit exemple. Il y en a qui font ça sur la minute à laquelle ils sont en train de faire le coup, etc. etc. Il y a plein d'astuces, hein. À vous de trouver une astuce sous forme de fréquence régulière, et qui va vous permettre d'associer, de mixer vos combos. Voilà. Ensuite avoir un tracker et un HUD adapté. Vous connaissez maintenant, je recommande fortement Poker Tracker 4. Ça va, en plus, vous allez voir que la plupart des options et des possibilités de travailler son jeu vont être faites dessus, et ce n'est pas possible sur Hold'em Manager. Xister et tout ça, on n'en parle pas. Et éventuellement Untonote, mais Untonote va être surtout puissant sur le HUD, et beaucoup moins sur les suivis des EV. Voire même pas du tout sur le suivi des EV. En général, les gens qui investissent dans Untonote ont déjà Poker Tracker. Hop. Ensuite, travailler son c-bet ou une autre street. Pour ça, vous allez lancer un coup dans un solver. Pendant ce temps, vous allez... pourquoi j'ai mis devenir pendant ce temps? Deviner. Deviner les moves privilégiés. Donc par exemple, vous allez vous dire, bon bah là, je suppose que il va c-bet 3 carpos majoritairement, mais bon, et puis je vais lui mettre aussi un peu de check back, et puis je vais lui mettre un overbet potentiel. Je sais que peut-être sur ces boards là il y a certaines combos d'overpair, de top pair, top kicker, bien, voilà, qui va bien aimer overbet ou bet très cher. Et donc on pourrait, vous choisissez en gros vos fameuses agrégations, donc les différentes possibilités que vous allez avoir. Potentiellement, vous faites un petit peu ça en même temps que quand vous lancez le coup à solver, puisque vous, vous devez déjà les définir dans le solver. En général, ce que vous faites aussi, vous pouvez faire, c'est vous lancez 5 sizings différents, et vous regarderez quel est le privilégié par le solver. Ensuite, estimer leur répartition. Par exemple, si vous pensez que dans le spot, le 3 carpos va être pris 80% du temps, que le check 15%, et puis l'overbet 5%. Vous voyez, vous essayez d'estimer comment c'est fait. Est-ce que j'ai pas un exemple test GTO. Hop, voilà, le genre de...
le genre d'exercice que je propose à mes coachés, ça va être ça, c'est genre, je vais leur proposer un truc, un spot, à quelle fréquence GTO devons-nous limp pré-flop, à quelle fréquence devons-nous min raise, à quelle fréquence nous devons fold pré-flop, et à quelle fréquence nous devons limper J7 off à 10% près. Ensuite, je vais leur proposer directement, vous voyez là-dessus, à quelle fréquence GTO devons-nous c-bet ce board à 5% près, construire la range de c-bet, et donc là j'aurais proposé par exemple des légendes, donc j'ai un peu mâché le travail, mais bon, c'est voilà, le genre d'exercice que je vous invite très très fortement à faire. Surtout quand vous commencez à attaquer les fins des 10 euros, début des 25, hein, vous savez, cette fameuse phase où vous commencez à intégrer le HUD spécialisé pour le format dans vos outils que vous utilisez tous les jours, ça peut être vraiment sympa. Et puis voilà, puis avec ces outils-là, vous pouvez travailler de manière autonome, pas obligé de poster sur des forums, pas obligé de prendre du coaching, etc. Remplir le tableau vierge avec vos légendes, donc ça je vous ai montré. Comparer les deux pour identifier vos erreurs. Donc ça, vous comparez les deux, vous dites tiens, ça c'est ça le résultat, et, et moi j'ai rempli ça. Et très important, du coup, déduire sous forme de phrase simple euh, un raisonnement à ressortir pendant vos games. D'accord? Donc déjà, vous pouvez déduire sous forme de phrase vos erreurs, dire là, je me rends compte que je sais bet trop, du coup, il faut que je diminue, et surtout au niveau peut-être, allez, je vous dis une bêtise, des bottom pairs, j'avais tendance à en c-bet un petit peu trop, alors je me rends compte qu'avec les meilleurs, je dois c-bet, et ben voilà. C'est au moins ça va vous dire, donner vous déliquer en quelque sorte sous forme de phrase, et vous allez essayer de vous dire ça sur différents raisonnements, voir si c'est récurrent sur d'autres spots que vous allez lancer, dire qu'en tout cas c'est ce que vous avez ressenti, ce que vous avez constaté, sur lesquels vous avez fait le plus d'erreurs, et ensuite sous forme de phrase, un raisonnement, par exemple vous dire, bah, j'en conclus que sur ce type de board, je dois c-bet 60%, dont majoritairement 3 carpos, et avec notamment mes top pairs, mes pires et mes moyennes, mes pires et mes, je vous donne un exemple, hein, mes pires et mes meilleurs middle pairs, et puis garder en bluff catch les intermédiaires, etc., etc. Et vous mettez sous forme de phrase pour retenir, parce que voir chaque flop séparément et essayer de dire ah ouais, ok, il faut faire ça, d'accord, ouais, je verrai. Ça, je vous le dis, je l'ai fait plein de fois en coaching. Les gens me disent ouais, ils veulent plein de boards, mais ils ne déduisent pas, ils ne retiennent pas. Je leur dis des phrases, mais ils veulent juste voir plein de boards, voir le coup suivant, analyser le coup suivant. Ils ne retiennent pas. Et du coup, quand ils se retrouvent aux tables, en fait, des spots qu'ils ont déjà vus, ils n'arrivent pas à réappliquer les raisonnements que j'ai fait, que je leur ai donné. Et donc, concentrez-vous vraiment sur ça, déduire sous forme de phrase simple, un raisonnement à ressortir pendant vos games, d'accord? Le but, c'est que vous soyez autonome et vous arriviez de vous-même à avoir ce raisonnement en partie. Pour avoir une idée de l'impact d'une street sur votre range ou celle de vilain, utilisez la comparaison de V sous forme de tableau. Alors ça, par exemple, vous pouvez voir, ça a été fait, hein, c'est assez connu maintenant. Ça a même été fait par Vince dans une vidéo de Cash Game, donc ça vous intéresse un petit peu moins, mais ça sera toujours intéressant de voir comment il le faisait de manière plus précise pour notamment organiser très bien les stratégies de différentes streets et des différentes ranges, quels sont les combos, quelles sont vos combinaisons qui sont privilégiées. Pour ça, il faut que vous lanciez. Bon, j'ai pris un spot au hasard, hein, on s'en fout en fait, hein. Enfin bon, bref, c'est pas important. Et j'ai pris des spots comme ça que j'avais déjà lancé à se lever rapidement. Imaginons donc, je sais pas, c'est un spot, donc vilain check, je sais bet, il call. Je vais mettre, vous pensiez à mettre une turn aléatoire. Et par exemple, donc vilain check, je veux savoir à quel point je peux barrel cette carte, à quel point elle m'aide en termes de V. Donc pour ça, vous allez lancer la comparaison de V et vous allez regarder votre EV. Donc on voit que c'était un pot de 40 jetons. Donc logiquement, tout ce qui est au-dessus va m'aider, tout ce qui est en dessous ne va pas, en dessous de 20 ne va pas trop m'aider. On voit que les pires cartes, ça va être un 10. Les pires cartes qui pourraient tomber. Ensuite, ça sera un 2. Ce sera également les piques, hein, qui pourraient tomber. Des hauteurs dames, hauteurs roi. Ça paraît assez logique. Les hauteurs as, on est sur un pot limpé à 10 bb. Donc évidemment, nous, on a limpé des as vilains, les a tous ISO, chauve ou ISO sizé. Donc il n'en a pas, donc c'est une bonne carte pour nous, etc. etc. On va pas analyser un coup spécifique, hein, mais en gros, ça va vous donner. Donc plus vous cliquez bien sur votre position,
plus c'est rouge, plus c'est mauvais, plus c'est vert, mieux c'est. Quand c'est au-dessus de la moitié, en général, c'est que c'est bon. Faites attention qu'il n'y ait pas un sizing avant qui a été fait, puisque ça va un petit peu perturber, évidemment. Quand Vilain décide de donc avant, bah, vous allez être assez, assez désavantagé, du coup. Ça me paraît assez logique, mais bon. Vous pouvez le voir sous forme d'équité également. Vous pouvez voir que en position, combien de fois vous allez gagner le coup. Et on peut voir que Vilain va le gagner théoriquement un petit peu plus. Mais bon, ça c'est du théorique. Le plus important, je pense, c'est ça. Sous forme de stratégie, j'ai jamais bien compris parce que ça mixe vraiment pas mal. J'ai jamais compris s'il faut prendre la moitié quand on sait que tout ce qui est à gauche ou tout ce qui est à droite, c'est ça nous avantage ou pas. Enfin bon, c'est la stratégie. Je pense que c'est au moment où c'est à nous de jouer que ça va donner nos stratégies. Mais bon, c'est bizarre. Il n'y a aucune carte qui est clear à barrel de notre côté, donc c'est un petit peu spécial à voir. Hop, allez, ça c'est bon. Attention aux entraînements via database ou logiciel style Geto Trainer dont les résultats sont approximatifs à cause des agrégations choisies ou des précisions de calcul. Donc les databases, je sais pas, vous en connaissez certainement, qui vont vous mettre parfois que moitié de pot. Et en fait, 3 quarts pot ou 2 tiers pot, ça permet de jouer plus low variance, de ne pas créer un pot qui oblige à shove river, etc., etc. Et donc du coup, ça va changer les stratégies. Quand vous lancez avec beaucoup plus de sizing sur des solvers, vous vous rendez compte que les databases ne sont pas très précises. Elles sont sympas, surtout pour du préflop, mais ça ne va pas vous... Faites attention, surtout quand vous allez très loin vers la river, ça va commencer à vraiment fortement dévier de l'optimal. Ou des logiciels style Geto Trainer, donc ça c'est des logiciels qui parfois vont utiliser en parallèle votre solver pour lancer quelques coups, et pareil ce que j'ai remarqué c'est que les précisions ne sont pas top, ça va vous proposer par exemple de faire du moitié de pot au lieu du 2 tiers, et en fait quand vous lancez sur le solver et que vous poussez un petit peu la précision, vous vous rendez compte que c'est pas bon, enfin bon bref. Je vous mets en garde toujours, hein. Le but c'est que vous n'utilisez pas mal des logiciels, donc à vous de tester à vos risques et périls. Hop, quand je clique, non, c'est censé passer à la table suivante, voilà. Courbe et statistiques de joueurs. J'ai pas sauté une page. Non, ça me paraît good. On est comment au niveau du temps? 27 minutes, ça me paraît good. Hop, alors. EV versus réel. Donc ça, l'interprétation de cette courbe-là, vous l'aurez... hop. Je vais réduire à la bonne taille. Ça va être un petit peu lourd sinon pour vous. Voilà, ça m'a l'air good comme ça. Voilà, vous voyez tout le... Donc, le plus simple... alors, ce que vous allez comprendre, donc le V, rappelons, ça sera très souvent mis en jaune. Si ce n'est pas le cas, regardez vos légendes qui ont été mises et ajustez-le. On va dire c'est plus simple pour que si vous postez des graphes, les gens vous comprennent. Donc vous avez votre V qui va être là, moi et le vert qui va être le réel. Vous comparez les deux et vous voyez, par exemple là, moi, on voit que j'ai run 20 000 chips c'était en quoi? En juin, donc c'est ce mois-ci, 20 000 chips au-dessus de l'EV, ce qui équivaut à 40 tapis à peu près, puisqu'on a 500 stacks de départ. J'ai run très très bien. Donc je compare que j'ai run good. Un petit indice que je vais vous donner, c'est de augmenter ou diminuer votre EV pour chaque chips de différence. On va dire... comment dire, parce que le fait que vous restiez dans les games, donc le fait que j'ai pu rester dans les games, vous connaissez le truc, j'ai pu plus profiter de mon edge, et donc du coup, un petit indice pour avoir un EV représentatif, c'est de considérer que un EV chips est par rapport à 4 chips de différence, enfin 4 chips de différence seront égaux à 1 chips d'EV. Je ne sais pas si vous voyez un peu le concept. En gros, pour vous faire un exemple plus simple, imaginons que ça m'affiche 100 EV chips, d'accord, et que j'ai run à 104 chips par tournoi. Et ben j'ai 4 chips en tournoi où j'ai run et que je n'aurais pas dû rester sur les tables et profiter de cet edge. Et donc du coup je vais considérer que ces 4 chips là vont m'enlever un EV chips réel. Si par contre c'est à l'inverse, vous avez été dans le négatif, imaginons que vous avez run à 50 EV chips, enfin vous avez 50 EV chips et vous avez run à 46, vous avez peut-être en réalité environ 51
EV Chips, d'accord? Donc c'est une approximation, c'est des choses que j'ai constatées. Mais ça n'a rien de mathématique, hein, ça dépend de plein d'autres choses. Il y a plein d'autres paramètres, mais normalement, globalement, ça va vous permettre d'avoir un EV un poil plus représentatif. Ensuite, on a dit donc l'EV euro versus le gain réel. L'EV euro, cette fois-ci, je l'ai mis en gris. Donc vous l'avez ici. Je suis théoriquement censé avoir gagné 7400 à peu près, je sais pas, ça doit peut-être être écrit, 7345 en EV, d'accord, donc de la façon dont j'ai joué. Il se trouve que j'ai run good sur certains multiplicateurs, donc, et également sur les tables, donc j'ai run à 9200, d'accord, donc il y a une différence quasiment de 2000 euros, d'accord, et n'oubliez pas par contre d'ajouter à vos gains théoriques sur si votre reg back, d'accord. Sachant que les comparaisons des deux EV sont censées être faites hors regback, hein, je précise, l'EV euro et le CNET One sont censés être faits hors regback. Ok. Ensuite, je suppose que ça va être la non-showdown. Ouais, c'est un non-showdown. Donc regardez si votre non-showdown est perdante, even ou gagnante. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire quelqu'un qui va avoir une non-showdown perdante? Ça veut dire tout simplement qu'il va trop abandonner de coups. C'est de manière générale, c'est de trop abandonner. D'accord? Ça peut être sur plein de choses. Je vous ai mis des exemples. Ça peut être donc des sizing pré-flop trop cher. On open 3x, on se prend un tapis, on fold, ouais, on perd plus que si on avait mis une raise. Bon, ça fait 10 vidéos que je vous le dis. Bluff trop cher. Donc, pareil, on s'ébet 3 carpos parce qu'on veut plus faire fold. Mais en réalité, quand le vilain est là, il veut pas lâcher de toute façon. Donc, en fait, on va se rendre compte que mettre plus pour faire fold plus, ça marche pas trop. Bluff pas assez fréquent. Donc, vous avez des spots où vous pourriez faire fold votre adversaire, vous ne le faites pas et du coup, vous perdez le spot, vous perdez le coup. Bluff pas assez précis, tout simplement, vous le faites pas au bon moment aussi parce que parfois vous allez me dire ouais, mais je prends plein de bluffs, pourtant ma non-showdown ne monte pas. C'est normal, vous le faites au moment où dans les moments où le vilain à toucher. Donc voilà, il faut le faire, pas forcément dans les gros pots où vilain a défendu 2 streets et vous savez qu'il a call une 3e fois, mais peut-être juste de manière plus chirurgicale, plus précise. La défense de vos blindes, la défense sur des tapis et la défense post-flop, tout simplement. Tout ça qui sont des choses que de manière générale, les 95% des joueurs qui vont regarder cette vidéo ne font pas assez. Donc, quand elle va être perdante, vous ne défendez pas assez. Quand elle est even, ça peut arriver si vous êtes notamment sur les micro-limites et que vous avez un EV à 100 ou plus, que ce soit normal, vous attendez les bons spots et vous partez pas sur des spots high variance, ça peut être ok. Quand elle est légèrement gagnante, vous êtes normalement un bon joueur. Quand elle est fortement gagnante, vous êtes un excellent joueur. Et par contre, quand elle dépasse la showdown, surtout sur un bon échantillon, c'est que vous bluffez beaucoup trop. D'accord? C'est pas normal qu'elle aille jusqu'à dépasser la showdown. Vous êtes censé quand même majoritairement gagner plus de coups avec la courbe bleue. Sachant que la courbe bleue, j'en parle pas trop de l'analyse dessus, puisqu'elle dépend aussi de comment vous avez run. Puisque au showdown, parfois vous avez mal run, puis vilain eu pile la river, la bonne main, etc. Et puis ça inclut même des coups, vous êtes parti favori devant. Vous êtes parti favori, pardon, et à la river, c'était pas bon. Donc voilà, à la river, vous avez pris un bad beat, 2%, et ça va vous la faire descendre, alors que pourtant vous étiez parti bien. D'ailleurs, on peut se rendre compte que, vous voyez ici, mon EV euro est remonté, et pourtant j'ai baissé, moi en argent, et pourtant j'ai perdu, et donc la courbe showdown est descendue elle aussi. Voilà. Ensuite. Attention aux EV par position, ça nécessite un gros échantillon et ça cible surtout les erreurs des adversaires plutôt que les vôtres. Pourquoi votre ça s'écrit comme ça? Vu que je l'ai en anglais, je sais pas pourquoi mon PowerPoint il fait des accents là où je veux pas forcément. Bref. Alors, où est-ce que je veux en venir? Donc, vous voyez typiquement en big blind, en small blind, je suis censé perdre de l'argent, j'en gagne quand même. C'est parce que mes adversaires sont pas bons. C'est pas parce que forcément moi je suis bon. Alors je prends les spots qu'il faudrait peut-être, mais c'est surtout mes adversaires qui font des erreurs. De toute façon, n'oublions pas que de toute façon, c'est actuellement le format, hein, c'est celui qui fait le moins d'erreurs. Hein. C'est pas celui qui fait des plays extraordinaires. Il n'y a pas moyen d'être un génie à 25 blindes.
Et vous voyez, normalement en small blind, je suis censé, étant donné que je suis en position et que j'ai qu'une demi-blind investie, je suis censé à gagner plus qu'en big blind. Et vous voyez, sur 610 games, bah, ça n'a même pas été le cas. Et pourtant, c'est pas faute d'avoir spécialement run good ou quoi que ce soit sur un truc. Hein. C'est vraiment c'est sous forme de V et pourtant, j'ai pas une faiblesse. Quoi. On pourrait pas dire, bah, en big blind, j'ai 31, je suis censé avoir 45 en small blind. Parce que si on met 45 en small blind, je vais avoir 100 de chips, autant vous dire que c'est complètement impossible sur cette limite. On est quand même en 100 € là sur cet échantillon qui a été pris pour exemple. Hop, ensuite, le report par multiplicateur, alors oui, je vais vous le montrer, ne fonctionne pas sur tous les rooms. Ce qu'il faut retenir, c'est que vous devez avoir un EV légèrement supérieur sur les x4 et x6, un peu sur les x10 si vous avez fait un gros échantillon, vous en avez vraiment des tonnes des x10, car vos adversaires jouent trop tight, d'accord. Donc pour ça, hop, le report par multi, vous allez, hop, expresso par multi. Donc c'est pas très dur, hein, vous lancez un report par joueur et vous mettez que vous. C'est un report, je sais plus, player report tout simplement. Ça va être un player report et vous y mettez la stat de multiplicateur. Le problème, par exemple, moi je suis sur partie PMU, vous allez avoir en fait un x3 qui va se mettre dès que vous êtes mis en troisième position, ça ne va pas enregistrer le price pool et votre multiplicateur, voilà. Même apparemment des machins qui sont mis en x0, je sais pas pourquoi. Donc voilà. Il y a des bugs à ce niveau-là. Par contre sur Winamax, normalement c'est clean. Regardez quand même au niveau de l'import, parfois quand vous avez un bug que ça se déconnecte, ça peut fausser le truc, fausser le multiplicateur, mais majoritairement ça fonctionnera. Et donc je sais pas si c'est le cas, moi si j'ai des meilleurs EV en x4, x6. Ah bah du coup je peux pas comparer mes x2, enfin les x2 puisque ça va mettre un excellent EV puisque c'est que ceux où je reste dessus et ça diminue sur les x3. Du coup c'est logique que ça me booste les EV, mais j'ai pas réellement ça. En moyenne j'ai pas autant parce que ça voudrait dire que j'ai que des EV positifs. Bon, ça va pas beaucoup nous aider, il faudrait que je prenne un échantillon du style sur Wina et ça va pas trop s'y attarder, mais typiquement je crois que je vous l'ai montré dans une autre vidéo, c'est censé être légèrement supérieur, environ 40, si vous pourriez avoir 40-41% de VITM, ça serait parfait. Je sais pas vous, qu'est-ce qui fait chaud chez moi. Report versus joueurs pour identifier les joueurs les plus rencontrés, les EV à leur table et contre eux en heads up. Donc ça, si je l'ai appelé moi résultat versus rag. Pour le faire, vous faites un report versus all players report, vous le nommez comme vous voulez. Moi je l'ai appelé versus reg. Vous triez par ordre croissant par exemple, donc les joueurs que vous avez plus rencontrés. Donc pour ma part, vous pouvez voir Sulek, Plateau, Pomo, c'est les joueurs que j'ai plus rencontrés. D'accord. Ça peut déjà me donner une idée de contre qui je veux travailler. Et ensuite, vous allez avoir les EV, sachant que c'est les EV de chaque joueur et pas les EV que vous avez contre eux, je précise. Donc on peut voir que par exemple Sulek perd 81 EV chips. Alors, 80 chips dans quelles conditions? Pour l'instant, j'ai mis aucun filtre, si je dis pas de bêtises, j'ai mis aucun filtre sur le nombre de joueurs. Donc là pour l'instant, c'est à ma table. Quand on est à 2 ou 3 joueurs et sans que je sois éliminé. D'accord. Si je suis éliminé, mais je n'enregistre plus les HH, donc ça ne donnera plus cette EV là. Ok. Si par exemple on se retrouve en heads up, je vais continuer à pouvoir les enregistrer, d'accord, mais ça va réunir le 3-way et le heads up, cette stat là pour l'instant. Ok. Si vous voulez voir que en 3-way, vous allez, alors moi j'ai déjà fait le filtre, bon, là je vais voir que en 3-way, on voit que par exemple là, Sulek perd 43 EV chips en 3-way. Ok. Et il suffit de créer un petit filtre, hein, ici more filters, je sais plus, add filters, undetailed, number of players, et puis vous pouvez mettre égal à ou entre, voilà, vous mettez entre 2 et 2 ou entre 3 et 3 en fonction de ce que vous voulez sélectionner. Et donc vous allez identifier s'il est mauvais en 3-way, sachant que il se peut parfois que des joueurs perdent de l'argent contre vous, mais un EV positif. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir un troisième joueur qui va être là, qui va leur donner de leur stack, et vous allez récupérer de son stack à lui. Donc attention, c'est tous les EV confondus. Et puis vous pouvez recroiser, par exemple, en heads up, voir contre qui vous perdez le plus. D'accord.
Par exemple, moi, on peut voir que le joueur contre qui je perds le plus, contre qui j'ai pas mal joué, on sait que 19 games. Mais en tout cas, si j'avais envie de bosser contre quelqu'un, vu les EV des autres, je vais bosser clairement en heads up contre French Money. D'accord? Est-ce que c'est pas la suite d'ailleurs que j'ai proposé? Attention, si nous sommes éliminés, le tracker n'enregistre pas les HH, ou le bon reg va certainement prendre de lever au récréatif. Voilà, donc c'est sûr que quand on n'est pas là, ça se trouve le reg est pas si mauvais que ça, parce que pendant qu'on est éliminé, il va récupérer un peu de jetons, donc ça baisse certains EV qui étaient mis là. Donc les regs que vous avez vus ne sont pas forcément aussi mauvais, ils vont peut-être réussir à gratter encore 5, 10, 20 EV chips, d'accord? Ils sont quand même perdants sur nos tables. Ensuite, donc le report par main, donc ça, on va en profiter pour faire, par exemple, si je veux faire contre French Money, je sais pas quels sont les derniers que j'ai bossé contre. Bon, French Money, c'est parfait. Donc je veux avoir contre French Money, donc pour ça je vais le sélectionner comme héros. Je vais faire un report par main, donc là j'ai déjà un que j'ai sélectionné moi, et pour ça vous allez dans New Report, vous le nommez comme vous voulez, et vous cliquez sur un report. Donc un report par main, il va vous valoir tout simplement, ça va vous mettre un peu toutes les mains que vous avez jouées contre lui. Dans les conditions que vous avez mis, si vous voulez voir toutes les mains à 3 joueurs, vous pouvez mettre spécialement à 3 joueurs, spécialement à 2, ou quand vous mettez aucun, ça va être tout mélangé. Alors moi je veux voir en heads up. Donc là par contre, ça va être, on se retrouve dans sa position à lui, d'accord? Donc c'est lui le héros. Donc quand ça met du plus, quand ça met des gros EV, d'accord? On va se rendre compte que c'est les plus gros EV. C'est lui qui a gagné, donc forcément, vu qu'on est en heads up là, c'est moi qui ai perdu en face. Si je vois 642 V, vous pouvez ouvrir un spot, on voit 642 V, je vais pas montrer ça maintenant, on va regarder le coup. Comment est-ce que... Enfin, je sais que c'est un coup que moi j'ai tout perdu, et on peut voir que par rapport aux chips, c'est égal aux chips one, donc c'est-à-dire que ça ne sera pas un coup qui inclura un coup à all-in sans la bataille. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc on sera forcément dans une situation où au moment où on a call, on était drawing dead et il n'y a pas de carte qui pouvait apparaître, on n'avait pas d'équité. Donc je décide de checker, vilain c'est bête, je décide de call, bon je pense que jusqu'ici tout le monde fait la même chose, en tout cas je l'espère pour vous. Je décide de check, évidemment, j'ai plein de 4, plein de 6, plein de quelques draws ici à cette profondeur, je ne réalise pas tous mes draws. Vilain décide de 2 barrels assez petits, je décide de payer, ça va souvent créer de toute façon le pot de size bet 420-430. Si je m'attends à ce qu'il chauffe pas mal, de toute façon, j'ai plein de... Les 4, les 6, il va pouvoir mettre la pression tranquillement, j'ai même des Valix à carreau que je pourrais y recall, donc... Voilà, j'ai pas. Voilà, évidemment, un roi, je vais pas le lâcher, surtout quand j'ai roi 5 qui bloque 5 et 2, 5 et 7 qui pourrait s'être amusé à me barrel, notamment 5 et 2 suité, 5 et 2 off à cette profondeur-là, il l'aura fold. Et vilain décide de shove, je call, évidemment j'étais dans une dead, on va voir, il avait 7 et 5, donc il a fait qu'un triver, c'est un coup assez standard, je pourrais m'amuser à solve pour voir si c'est logique qu'il 2 barrel cette combo, ça m'étonnerait pas qu'il le check assez souvent turn, mais bon, c'est pas très important, en tout cas il a choisi de 2 le barrel, je vais regarder dans un solver si j'ai bien fait au cas où, et si par exemple je me rends compte aussi que lui il a trop barrel, ça me permet d'identifier, enfin ça me permet de prendre une note contre lui, de me dire ah tiens il s'est bet cette combo, fallait pas, ah tiens il a 2 barrels, fallait pas, 100 carreaux, etc. Voilà, comment il la joue, quel est son sizing, j'ai vu qu'il faisait du coup turn, j'ai vu qu'il faisait un petit peu moins de moitié de pot, il a dû faire quelque chose comme 30-35%, je sais pas, 90, ouais, ça a l'air d'être ça, 120, du coup c'est 50, c'est 37.5 du coup, si je dis pas de bêtises, bref. Donc du coup je me rends compte qu'il a fait un petit sizing avec un draw, donc ça m'indiquera peut-être ça sur une prochaine main, en tout cas je l'ajouterai à mes notes. Voilà. Hop. Donc là les coups où l'on perd le plus de V, repérez visuellement les setups. Alors oui, faites attention à pas perdre trop de temps. Je sais pas si j'ai un coup comme ça. Typiquement, vous voyez, perte de roi. Et on voit un call ici, bah, ça veut dire il a directement push, il y a directement un push que j'ai dû faire, vous voyez, typiquement voilà, on est à 7 blindes, mon push avec roi 7 est standard, il avait 2 rois, bon bah ça j'avais pas besoin d'analyser, je l'analyse directement avec la main, les comparaisons de V, et puis je vois qu'il n'y a pas de coup ici, il n'y a pas de coup post-flop, vous voyez bien, ouais, c'est bon, il n'y a pas de coup, ça n'a pas été joué post-flop, vous voyez,
alors que d'autres coups, je sais pas, on s'en fout, enfin, d'autres coups ont été joués post-flop. Ok. Ensuite, si l'on souhaite isoler les mains versus un joueur en particulier, il suffit de le mettre comme héros. Donc ça, c'est ce qu'on a fait, tout simplement. Si vous voulez, par contre, faire pour tous les joueurs et regarder juste vos plus gros spew ou setup, vous mettez vous comme héros. Du coup, cette fois-ci, vous n'allez pas dans les coups qui vont mettre le plus de V, puisque on s'en fout, c'est ceux où vous avez facile. Vous voyez, roi dame, j'ai fait quinte, as 10, j'ai fait flush. Bon, c'est pas très intéressant. Le plus intéressant, ça va être les coups qui vous ont fait perdre le plus et de regarder si vous avez bien joué. Vous voyez, là j'ai un spot, hop, avec dame 3, j'ai limpé, et puis un check, check. Ici, je décide de c-bet déjà, est-ce que mon c-bet est bon ou pas. Et bon, j'ai déjà, je crois, résolu ce spot. Je crois que je devais le c-bet que un quart du temps déjà. Quand je c-bet, il fallait que je call son raise 3x. Et turn, quand il 2 barrel, il fallait que j'abandonne. J'ai largement assez de combos de 5x, de combos qui contiennent un 4, ou des combos qui contiennent des carreaux pour y aller. De toute façon, mes 2, je les prends en bluff catch. Mes 3, trop moins bons, je les prends en bluff catch. Donc du coup, dans ce que j'ai bet call au flop, roi 3, enfin pardon, dame 3, c'est limite une des combos les plus faibles. Donc si ce n'est la plus faible, même as 3, j'ai strain draw ici, je pense qu'il faut call. Donc typiquement ici j'ai fait un mauvais call et j'ai déjà pris une line qui était à prendre qu'un quart du temps. Donc j'ai pu review ça. Et river j'ai décidé de transformer en bluff. D'ailleurs je me rappelle pour la petite info pour ceux qui sont intéressés par ce coup là, j'ai regardé si avec roi 3 de dame 3 de carreau, qui est la seule combo de dame 3 qui est logique que j'ai dans ce spot river, ça valait le coup de transformer en bluff et c'était même pas bon. Donc ici j'ai fait une erreur et ça m'a coûté cher. Il avait roi 5, il a fait l'hero call, ça me semble assez ok. Ici j'ai pas tout le temps des 4 et il n'y a pas de flush draw qui est rentré. Ça me paraît aussi assez ok de call sa combo. Surtout qu'un 5 je l'aurais pas transformé, donc c'est mieux qu'il ait roi 5 plutôt que des mains comme roi 3, roi 2 je pense. Bref, ils auraient peut-être pas joué comme ça de toute façon aux street précédentes. Voilà, donc le genre de choses qu'on peut bosser déjà de manière assez simple. Et déjà ça vous permet d'avoir pas mal de bases pour être autonome et bosser votre jeu hors table. Dans la seconde partie de ces deux vidéos, je ne sais pas si on vous la mettra en premium ou pas parce qu'elle va être un petit peu plus poussée techniquement encore. Nous aborderons la config d'interprétation d'un HUD spécifique pour le format avec des exemples de stats GTO récurrentes. Donc je ne sais pas si je peux vous montrer un petit peu. Voilà, on va aborder du lourd, ça va être ça. Voilà, on va aborder du coup les stats par position et du coup quand vilain en dévie, qu'est-ce que ça veut dire, quelle est la stratégie qu'on va adopter. Donc ça c'est des choses que je vois normalement en coaching 50 et 100 et je vais essayer de vous donner quelques points de repère et on verra pour faire une petite vidéo de 30-40 minutes de faire ça. On fera également du coup sous forme de conclusion une fiche où on va résumer du coup tout ce qu'on a détecté, soit sous forme des mains comme ça, soit avec le HUD, plutôt avec le HUD du coup puisqu'on a déjà fait les mains. Sous forme de fiche, nous décortiquerons un par un les leaks adverses et en déduirons les adaptations à faire. Voilà, je crois que c'est à peu près tout pour cette vidéo. Ouais, c'est à peu près tout. Voilà, c'était Black Ops pour Poker Academy, j'espère que ça vous a plu. Rendez-vous pour la deuxième partie très bientôt. Ciao ciao.